L'homme dans le dos pourrait recommencer. Que veux-tu? Encore. Le 4e chapitre de From est enfin là. Il est temps de voir comment l'homme, au costume jaune, manipule tous ceux qui l'entourent, avec son déguisement de petite fille catholique, sans défense, tandis que les autres, courent comme des poulets sans tête, tentant de percer l'énigme de ce village maudit, qui deviendra leur tombe. De plus, Boyd a failli être entraîné dans les profondeurs par le cadavre de sa femme, et il y a une faible chance qu'il devienne fou. Mais avant de découvrir si nous avons raison à ce sujet, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres du club élite N Minutos pour leur soutien et t'inviter à rejoindre la famille. En appuyant simplement sur le bouton « Rejoindre ci-dessous », tu débloqueras toute une bibliothèque de contenu exclusif qui est renouvelée chaque semaine. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Le 4e chapitre commence dans une atmosphère de suspense intense. Le groupe a réussi à apporter le costume jaune au commissariat, où Henry révèle un détail troublant. Sa défunte épouse, Miranda, peignait souvent des images effrayantes d'un individu qui portait une tenue pratiquement identique à celle-ci. Face à une telle révélation, Henry doit confirmer s'ils ont affaire à la même entité qui hantait le passé de sa femme. Pour Jade, la situation est évidente et alarmante. Elle a vu un homme adulte perdre le contrôle de ses sphincters simplement en voyant ce costume inerte posé au sol. Si cette terreur viscérale n'est pas une raison suffisante de s'inquiéter, elle ignore ce qui le serait. De son côté, Voight garde l'espoir que le propriétaire du costume soit mort et ne représente plus une menace réelle pour le groupe. Néanmoins, nous savons que son optimisme est une grave erreur. Voight a l'intention d'interroger Victor pour obtenir toute information sur le costume, mais Henry s'y oppose fermement. Il insiste pour parler seul à son fils afin de protéger la fragile base de confiance qu'ils ont construite, refusant de permettre qu'on l'effraie avec des théories du complot. Avant de partir, Henry rappelle à Tabitha qu'elle a des raisons de se battre, soulignant l'urgence de comprendre pourquoi le garçon en blanc a dit que le temps était compté. À peine Henry s'est-il retiré que Donna leur demande s'ils l'ont déjà informé du sort de sa femme, et s'il sait que Tabitha a déjà été dans cet endroit auparavant à travers ses réincarnations. Cependant, Tabitha n'est pas encore prête à accepter cette possibilité comme un fait, même si Jade continue d'insister avec ferveur que tout cela est vrai. En ce qui concerne ce sujet délicat, Voight précise que tant qu'ils n'auront pas la certitude absolue que cette théorie est réelle, ils n'en parleront à personne d'autre. L'idée qu'il puisse passer des générations entières piégées dans cet endroit pourrait saper le moral du groupe et engendrer des conflits incontrôlables. À ce moment-là, Jade propose à Tabitha quelques-uns des champignons qu'il a trouvés, ce qui fait perdre patience à Donna. Elle trouve cela absolument ridicule. Mais Voight avoue en avoir assez de se réveiller chaque matin avec un nouveau cadavre dans le village. C'est pourquoi elle permettra à Jade de faire des expériences tant qu'il obtient des résultats concrets. Mais elle précise que Christy devra être présente, au cas où quelque chose tournerait mal. D'un autre côté, Sarah décide d'être franche avec Sophia et l'interroge sur ses motivations. Elle veut savoir pourquoi Sophia voudrait que Kenny lui révèle toutes ses actions passées. C'est une décision que Sarah n'arrive tout simplement pas à comprendre. Sophia lui explique qu'elle ne la juge pas pour ses actions passées, car elle croit que tout le monde mérite le pardon, tant qu'ils ont un bon cœur. Elle dit qu'elle a tout de suite perçu que Sarah était une bonne personne, et ajoute avec légèreté qu'elle était certaine d'avoir sa propre chambre là-bas. Face à ces paroles, Sarah s'éloigne avec un sourire, sentant qu'elles sont enfin en train de devenir amies. Cependant, à peine quelques secondes plus tard, Sophia commence à réciter quelques phrases dans une langue étrange et inquiétante, provoquant à Sarah une migraine insupportable. Après cet épisode sombre, Sophia descend les escaliers, agissant à nouveau comme l'amie attentionnée et généreuse qu'elle a toujours été. Pendant ce temps, au commissariat, Tabitha demande à Boyd de la laisser seule avec Jade. Elle exige de savoir pourquoi il se trouvait avec son fils au milieu de la forêt. Jade, décidée à ne plus alimenter le feu de ses conflits intérieurs, choisit d'être honnête. Il lui avoue que l'enfant a vu son père dans la forêt, qui lui a ordonné de chercher le lac des larmes. Tabitha lui assure que ce lac n'existe pas, mais Jade la prévient que son fils est convaincu du contraire. Selon lui, le garçon croit accomplir une mission imposée par son père, et elle doit le soutenir plutôt que l'arrêter, sous peine de le perdre définitivement. Elle accepte finalement son conseil et s'excuse sincèrement pour tout ce qu'elle lui a crié dans la grange. Alors qu'elle part, Jade se prépare à prendre les champignons, prête à vivre un voyage astral révélant les secrets de son subconscient. Lorsque Boyd, visiblement inquiet, lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir poursuivre ce plan. Il admet que non, mais il met immédiatement 2 champignons dans sa bouche. À ce moment-là,
La scène se déplace vers Ethan, qui essaie d'utiliser la vieille radio de la caravane pour communiquer avec son père. Bien que ses efforts semblent vains, c'est alors que sa mère apparaît, montrant une attitude beaucoup plus compréhensive envers sa mission de localiser le lac des larmes. Au lieu de simplement le gronder ou de lui imposer de rester à la maison, Tabitha choisit de garder le silence et d'écouter son fils. L'enfant garde la ferme conviction que le lac est mort réel, et qu'il pourra y retrouver son père, ou du moins, découvrir un moyen de le ramener. Dans le bus, Randall et Julie examinent attentivement les livres récupérés dans la maison en ruine. Au début, tous semblent être de simples contes pour enfants sans aucune utilité, jusqu'à ce que Randall en découvre un intitulé « Le marcheur d'histoire ». En le voyant, Julie se rappelle aussitôt que son frère la surnomme la marcheuse depuis quelque temps. Avant que Julie et Randall ne puissent approfondir la lecture du livre, Tabitha apparaît soudainement et demande à sa fille de l'accompagner dans une petite aventure. Elle lui explique que son frère a vu leur père et qu'il a désespérément besoin de son soutien en ce moment. Cependant, Julie répond qu'elle est occupée, ce qui pousse Tabitha à perdre son sang-froid et à se mettre à fulminer contre Randall sur un ton menaçant. Elle le prévient qu'elle transformera sa vie en véritable enfer s'il ose s'en prendre à sa fille ou l'influencer de manière négative. Non loin de là, Ellie fait ses adieux à Fatima dans un moment chargé d'émotions. Aujourd'hui est le jour prévu pour l'expédition de ravitaillement, et tous ceux qui possèdent l'expérience et la force physique nécessaire pour travailler partiront pour toute la journée. À ce moment, Tabitha arrive avec son fils et demande à rejoindre officiellement le groupe de recherche. Donna, consciente que la famille traverse des moments difficiles, ne leur met aucun obstacle et accepte immédiatement leur intégration. Après un tendre baiser d'adieu, Fatima se sépare d'Ellis et monte directement au grenier, où Elgin a déjà préparé et monté assez de terre pour commencer son expérience botanique. Le jeune homme lui propose son aide, mais elle lui répond fermement qu'il en a déjà fait assez, et que le reste doit être fait par elle-même. Aussitôt après, elle lui demande de partir pour continuer seule. Dehors, Henry trouve Victor qui mesure soigneusement la distance entre les arbres et la maison. En le questionnant sur la raison de sa tâche, Victor lui révèle un fait troublant. À cet endroit, les arbres bougent et se rapprochent de plus en plus de la maison, ce qui représente un signe de danger imminent. Henry, essayant d'être compréhensif, décide de l'aider avec les mesures tout en attendant le moment opportun pour l'interroger sur le mystérieux individu en costume jaune, même s'il sait que gagner cette confiance prendra du temps. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Kenny remarque une fuite provenant du grenier. En montant pour enquêter sur l'origine de la fuite, il découvre un tuyau caché dans le couloir. En ouvrant la porte, il tombe sur Fatima, qui est en train de produire une grande quantité de boue. Elle semble essayer de façonner quelque chose avec ses mains, bien que son but reste un mystère. Simultanément, Boyd est incapable de détourner son esprit de ce qui s'est passé au cimetière. Il fouille dans les affaires de son épouse, mais la douleur le submerge en revivant le souvenir où il a dû lui tirer dessus. Peu après, Kenny arrive au bureau, et il tombe sur Jade, qui est complètement sous l'effet des champignons, assis sur la chaise de Boyd. Malgré la scène déconcertante, Kenny choisit de l'ignorer pour informer Boyd de ce qu'il a découvert au grenier, au sujet de Fatima et de son comportement étrange avec la boue. D'un autre côté, après avoir laissé les seaux dans la grange, Elgin décide de passer par l'église, où il tombe de façon inattendue sur Sarah. Comme on pouvait s'y attendre, la rencontre est extrêmement gênante. Cependant, il lui demande de rester. Elgin assure qu'il ne souhaite aucune tension entre eux, et ne lui reproche pas ses actes passés. Face à cela, Sarah lui demande s'il peut encore voir ou entendre la femme en kimono, mais le jeune homme admet que non. Depuis que Fatima a donné naissance à cette créature, son esprit est resté silencieux. C'est à cet instant que Sarah lui avoue que, pendant longtemps, elle a cru que ces entités l'avaient laissé en paix, mais la réalité est différente. Désormais, elle entend de nouvelles choses sans savoir comment réagir, craignant profondément de blesser quelqu'un, surtout car les ordres qu'elle reçoit n'ont aucun sens. La voix dans sa tête lui dit juste d'aller à la cafétéria, de se servir un verre d'eau et d'en boire une gorgée. Pour Elgin, cela n'a guère de sens, mais il pense que boire une gorgée d'eau ne tuera personne et lui conseille de le faire si cela peut lui apporter un peu de paix. Sarah, cependant, a réfléchi à la question pendant longtemps et craint d'avoir été infectée par quelque chose. Elle est terrifiée à l'idée de contaminer les autres et que tout le monde meure à cause d'elle. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle a entendu. Les ordres sont accompagnés d'un avertissement et d'une limite de temps stricte. S'il n'obéit pas avant midi, quelque chose de très grave arrivera à quelqu'un de proche de lui. Cette tragédie se répétera de façon cyclique jusqu'à ce qu'elle exécute l'instruction. La peur la ronge tandis que l'horloge continue d'avancer sans répit. Après avoir aidé son fils à mesurer les arbres,
Henri repense à la veille et estime qu'il est important que Victor lui raconte ce qu'il a vu et ce qui l'a effrayé. Il cherche à savoir ce que signifiait la phrase « Il n'est pas censé être réel » et si l'homme au costume jaune lui a déjà fait du mal. Victor reste silencieux quelques secondes, puis marche et demande à son père de le suivre. Il ne peut pas l'expliquer avec des mots, mais il peut le lui montrer. De retour avec Fatima, Voight lui demande ce qu'elle va faire avec autant de boue. Elle répond sur un ton désinvolte qu'elle fabrique un monstre. Mais avant que Voight ne conclue qu'elle a perdu la raison, Fatima commence à lui parler de sa religion et des histoires que son père lui racontait autrefois. Parmi tous ces récits, son préféré a toujours été celui du golem, un symbole d'espoir et de protection absolue. Elle lui explique qu'il s'agit d'un géant fait de terre, destiné à se battre pour la défendre, et que c'est précisément ce qu'elle est en train de construire dans le grenier. Kenny semble visiblement inquiet par la situation, mais Voight intervient en assurant que, pour l'instant, elle ne fait de mal à personne. Il demande à Kenny de la laisser tranquille pour le moment, même s'il admet qu'il viendra lui parler de temps en temps, car ce comportement est très différent de la Fatima qu'ils connaissent. D'un autre côté, Julie lit avec une grande attention les livres pour enfants et découvre un détail fascinant. Le magicien Gollygok laisse une marque dans les lieux qu'il veut visiter via un objet ou une phrase. Julie pense qu'en faisant pareil et en se concentrant sur cet objet en traversant les ruines, elle pourra revenir à ce moment précis. Randall ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle continue à risquer sa vie dans ces ruines. Il suggère qu'il est peut-être temps d'accepter que son père est mort et d'aller de l'avant. Mais Julie refuse catégoriquement. Pour elle, cet endroit regorge d'événements impossibles, et elle ne veut pas abandonner maintenant, qu'elle a ce qu'elle considère comme un manuel pour utiliser ses pouvoirs. D'une voix ferme, elle lui assure qu'elle essaiera avec ou sans son aide. Plus tard, ce même jour, Randall trouve Julie en train de se couper les cheveux. Elle se rappelle que la dernière fois, une de ces créatures l'a attrapée par les cheveux, et elle veut éviter que cela se reproduise. Quelques minutes plus tard, ils arrivent devant les ruines. Julie a déjà trouvé comment laisser des marqueurs pour vérifier la théorie du livre. Ils vont bientôt découvrir s'ils peuvent sauver son père. Alors elle prend un papier et marche résolument vers les ruines, espérant ne rien trouver d'horrible de l'autre côté. Dans la forêt, Donna tente de faire avouer à Tabitha pourquoi elle a vraiment s'est jointe au voyage. Tabitha admet honnêtement qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle se sent complètement perdue, et ce n'est rien d'autre qu'un cri désespéré pour aider son fils à trouver un moyen de faire face au deuil. Elle a accepté la mort de son mari, mais ignore combien ses enfants espèrent que ce lieu leur rende ce qu'il leur a pris. Elle se prépare simplement au moment où Ethan découvrira que le lac des larmes n'est pas réel, afin de pouvoir être là pour le soutenir. Elle est consciente qu'à cet instant, le garçon s'effondrera comme un château de cartes et devra accepter la dure réalité. En la voyant pleurer, Donna demande au reste du groupe de faire une pause. Elle s'approche de Tabitha et lui avertit que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, elle ne veut plus jamais revoir une lettre comme celle qu'elle a laissée sur sa table de nuit. Donna lui explique clairement que c'était une lettre de suicide et qu'elle ne veut pas devoir expliquer à ses enfants pourquoi leur mère s'est donné la mort en essayant d'échapper à ce purgatoire plutôt que de rester avec eux. Tabitha s'excuse sincèrement, admettant qu'elle n'y pensait pas clairement, et lui promet qu'elle n'aura plus jamais à s'inquiéter pour ça. Quelques secondes après, Ethan l'appelle. Elle s'essuie vite les larmes pour voir leur trouvaille. Le garçon montre un oiseau à l'aile cassée, notant que les seules créatures ailées qu'ils aient vues ici sont des corbeaux. Ethan est convaincu qu'il s'agit d'un signe et qu'ils devraient l'emmener avec eux pour l'aider. Ethan est convaincu qu'une fois qu'ils auront trouvé le lac des larmes, l'oiseau pourra boire de son eau et guérir miraculeusement. Ce serait la preuve définitive qu'ils sont arrivés au bon endroit. Face à un tel espoir, Tabitha n'a pas le courage de refuser et décide d'aller dans son sens. De retour au village, Sophia fixe la piscine où cet homme était resté coincé à moitié après sa tentative ratée de s'échapper. Depuis la fenêtre du café, Christy l'observe attentivement, même si elle admet ne pas avoir de diagnostic précis. Il semble que Sophia gère sa perte dans un silence absolu, une pression qui éclatera sûrement à tout moment. Quelques secondes plus tard, Sarah entre en scène et aperçoit la carafe d'eau sur la table. Elle décide finalement d'obéir aux voix qui la tourmentent et prend une gorgée. Alors qu'elle va verser le reste du verre dans la carafe, Bacta l'interrompt. Elle la salue avec une gentillesse inhabituelle, surtout compte tenu des rumeurs et du mépris que les autres manifestent dans le dos de Sarah. Bacta admet qu'elle n'allait pas bien lorsque ces tragédies sont arrivées, mais elle affirme que la Sarah qu'elle a connue est douce et mérite une chance. Elle l'invite même à travailler ensemble pour ouvrir le café et être utiles à la communauté. À cet instant,
Envahie par le remords, Sarah lui demande avec insistance de jeter l'eau dans l'évier. À ce moment précis, un cri déchirant brise le silence depuis la piscine. Sophia est tombée à l'intérieur et a subi un choc violent. Tout indique qu'elle s'est fracturé le bras, ce qui transforme la menace abstraite des voix en une réalité terrifiante. Sarah, rongée par la culpabilité, pense que l'accident est survenu, car elle a refusé d'obéir aux ordres dans sa tête. Sophia répète qu'elle a senti qu'une force invisible l'a poussée dans le vide. Son bras cassé et la communauté angoissée. Sarah choisit d'éviter les risques. Elle retourne à la cafétéria et exécute l'instruction à la lettre. Elle boit une gorgée d'eau et remet le reste dans la carafe. Ensuite, elle reste à observer le récipient pendant plusieurs minutes, espérant désespérément que rien de mal n'arrive. Priant de ne pas avoir introduit un agent pathogène contagieux qui condamnerait tout le monde à la mort. En même temps, Boyd commence à penser que Kenny a raison. Même si l'idée que Fatima construise un monstre en argile ne semble pas être une menace immédiate. Son comportement erratique ces derniers jours a été extrêmement inquiétant. Boyd se sent frustré et aimerait qu'Ellis soit présent pour l'interroger sur les changements qu'il a remarqués chez sa femme. Pour l'instant, Boyd n'a aucune idée s'il doit l'arrêter ou l'aider, mais Jade propose de lui accorder un peu de temps. Elle a vécu beaucoup de choses, surtout après avoir donné naissance à l'une de ses créatures. On ne peut pas lui reprocher de vouloir créer quelque chose qui, selon elle, peut la protéger. Après tout, beaucoup là-bas ont échoué à se protéger eux-mêmes, y compris lui. Jade lui explique que les événements traumatisants peuvent parfois changer les gens pour le pire, mais aussi pour le meilleur, car ils offrent une vision claire de leur situation et du danger réel. Jade suggère qu'il devrait demander à Fatima pourquoi elle n'a pas construit un golem plus tôt, plutôt que pourquoi elle le fait maintenant. De retour avec le groupe de Donna, ils arrivent enfin au campement où ils tombent sur d'étranges statues censées protéger l'endroit des mauvais esprits. Donna décide de les ignorer complètement et de commencer immédiatement à travailler à la collecte. Cependant, Ethan insiste auprès de sa mère pour qu'il se sépare du reste du groupe afin de chercher le lac. Il craint que sans trouver rapidement l'eau miraculeuse, l'oiseau ne meure de ses graves blessures. À ce moment précis, nous revenons à Julie, qui vient d'apparaître soudainement au milieu du village. Cependant, elle se retrouve face à une scène dantesque. Tous les habitants sont morts, dévorés et démembrés par ces créatures qui ont laissé un véritable carnage derrière elle. Avant qu'il ne lui arrive malheur, elle sort le papier et tente de le marquer. Mais le bruit d'une créature dévorant un cadavre la distrait. En se retournant, elle voit le vieil homme en costume jaune savourer un foie frais, extrait d'un torse humain. En s'apercevant de sa présence, le vieil homme court vers elle avec un sourire diabolique. Juste une seconde avant d'être attrapée, Julie parvient à tracer un X sur le papier, et Randall la ramène hors des ruines, de retour à sa réalité. Après l'avoir calmé et aidé à respirer, ils découvrent horrifiés que le papier dans sa poche n'a pas la marque. Leur théorie a échoué. Le pire, c'est que Julie vient de voir comment tous les habitants du village mourront de façon épouvantable. En même temps, Victor conduit son père au cœur de la forêt, déterre un sac et lui montre d'anciens dessins du personnage en jaune, puis commence à lui raconter une histoire révélatrice. L'homme en jaune est aussi arrivé en voiture. Victor pensait au début qu'il était amusant avec son costume et imaginait qu'ils pourraient devenir amis. Cet individu était différent. Il était étrange. Et quand tout le monde est mort du jour au lendemain, la réalité a viré au cauchemar. Lorsque Victor a trouvé sa mère près de l'arbre aux bouteilles, l'homme en jaune était là, en train de se nourrir d'elle. Henry n'arrive pas à croire ce qu'il voit dans les dessins de son fils. Des traits qui semblent innocents à première vue, mais qui cachent un traumatisme profond. C'est la preuve définitive que le personnage en jaune représente une menace terrible pour tous. Henry comprend l'urgence de revenir pour avertir le groupe de ce qui est sur le point d'arriver. Simultanément, Christy soigne les blessures de Sophia. Son bras est bel et bien cassé, mais ils doivent attendre que le gonflement diminue avant de remettre l'os en place. Sophia, cependant, prend la situation avec un calme déconcertant. Pour elle, ce n'est qu'une autre épreuve divine, et elle commence à lui parler de l'histoire d'Abraham. Elle explique qu'il était un homme simple, obéissant aveuglément à Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur décide de le mettre à l'épreuve. Pendant qu'elle raconte l'histoire, on voit Sarah à la cafétéria, surveillant la carafe d'eau pour s'assurer que personne n'en boive sans remarquer quelque chose d'étrange. Selon le récit, la foi d'Abraham était si forte qu'il accepta de sacrifier son fils pour prouver sa dévotion. Cependant, juste avant qu'il n'accomplisse l'acte, Dieu intervint et lui ordonna de sacrifier une chèvre à la place. À ce moment précis, nous voyons Bacta prendre la carafe, la soulever de la table et en verser tout le contenu dans l'évier. La morale de cette histoire est que Dieu ne voulait pas la mort du fils d'Abraham, mais seulement tester son obéissance.
La terreur de Sarah se lit dans ses yeux face à la leçon qu'elle vient d'apprendre, tandis que la satisfaction de Sophia montre qu'elle la contrôle désormais totalement. Le chapitre se termine avec Tabitha conduisant Ethan jusqu'au lac, où ils baignent l'oiseau avec l'eau en espérant un miracle. Lorsqu'ils le font, Roger découvre une corde enterrée et la tire, provoquant un phénomène inédit dans le lac. Un nouveau mystère qui nous tiendra en suspens une semaine de plus.